décès du pape François, la communauté chrétienne au Mali revient sur son influence et l'héritage qu'il laisse au sein de l'Église catholique. L'utilisation du formol dans la conservation des aliments gagne du terrain, notamment sur certains marchés locaux. Ce produit chimique, pourtant destiné à un usage médical ou industriel, est extrêmement toxique pour l'organisme humain. Les autorités sanitaires tirent la sonnette d'alarme face aux risques graves pour la santé des consommateurs. La gestion du fonds ADAR destiné à améliorer les rendements scolaires suscite de vives tensions sur le terrain. Directeur d'école, comité de gestion scolaire et mairie se disputent la responsabilité de la gestion de ces financements publics. C'est le Focus Éducation de ce mardi. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le pape François s'est éteint ce lundi, comme nous l'avons annoncé dans nos précédentes éditions, et Assetoumani Coulibaly est allé à la rencontre de la communauté chrétienne au Mali pour recueillir leurs témoignages sur l'héritage du souverain pontife et la manière dont il a marqué et inspiré les acteurs de l'Église catholique dans le pays. Suivant. Il était le pape des pauvres, mais également celui qui incarnait simplicité, modestie, bienveillance, amour. C'est ce que nos interlocuteurs retiennent du pape François, décédé hier lundi 21 avril, un lundi de Pâques, à l'âge de 88 ans. International, il l'était. Quelqu'un qui favorise le dialogue, il l'était. Militant pour la cause des plus démunis, il l'était. D'ailleurs, c'est ce qui les lie à l'Afrique de façon générale et au Mali de façon particulière, avec ses prières pour un Mali plus grand et une meilleure stabilité au niveau des pays du Sahel. Le pape François a aimé l'Afrique parce que vous savez, depuis le début de son pontificat, il a choisi d'aller plus vers les pays, comme il disait, périphériques, c'est-à-dire les gens qui sont marginalisés, les pays marginalisés, qu'on dit pauvres, les pays qui souffrent. Donc il était plus proche de ces pays et de ces personnes. Ça, c'est déjà un fait marquant de son pontificat. Le pape a souvent lancé un appel pour la paix au Mali et au Sahel. Et il a souvent aussi appelé à prier pour le Mali et pour le Sahel. Donc, ça montre une proximité du pape par rapport au Mali et ça montre aussi, ça prouve qu'il sait ce que nous vivons ici. Le Mali peut remercier le pape François parce que c'est sous son pontificat que nous avons connu le premier cardinal de notre pays. Ici, à l'accueil de la conférence épiscopale, sa photo accrochée au mur. Le secrétaire général se rappelle encore de sa dernière rencontre avec le pape. Pour lui, les conseils du pape ne cesseront de le guider. Et donc le 15 novembre, nous avons eu l'occasion de rencontrer personnellement le pape. Il nous a bien accueillis. On a échangé longuement vraiment sur le Mali. Il a écouté tout ce que nous vivons, les difficultés que nous traversons dans le pays, avec nos difficultés que nous traversons, un peu crispées un peu, mais alors avec son sourire, il nous a relaxés. Il nous a relaxés et nous a donné vraiment de l'espérance à tenir debout. Grâce au pape François, les femmes ont su bénéficier d'une place importante non seulement au Vatican, mais ailleurs, au niveau des églises. Il y a encore un grand chemin à faire par rapport à la reconnaissance des femmes, non seulement dans l'Église, mais aussi dans la société. Ce n'est pas question de tomber dans des courants féministes qui ont leur façon de réfléchir, mais surtout de pouvoir profiter de ces capacités des femmes qui sont souvent ignorées dans notre société. Et dans ce sens, nous lui devons beaucoup. Le pape François a su inspirer les fidèles chrétiens de par son sens du respect de toutes les religions, mais pas que. À noter qu'il s'est plusieurs fois battu sur des sujets liés à l'Afrique. Pour l'histoire, il a visité au moins 10 pays africains de son vivant. Justice et en bref, Isiaka Sidibé, ancien président de l'Assemblée nationale, et Mamoutou Touré Dibavier, président de la Fédération malienne de football, ont obtenu ce 22 avril 2025 leur ordonnance de mise en liberté. Ils étaient incarcérés depuis le 9 août 2023 dans le cadre d'un dossier de corruption lié à un présumé détournement de 17 milliards de francs CFA à l'Assemblée nationale entre 2013 et 2020. Poursuivi pour atteinte au bien public aux côtés de Mamadou Diarasouba, ex-caisseur et membre du Conseil national de transition.
Ils avaient vu leur précédente demande de liberté provisoire rejetée par la chambre d'accusation malgré l'avis favorable du juge d'instruction. Un mot de santé dans ce journal, utilisé pour embaumer les cadavres dans les morgues. Certains n'hésitent pas à utiliser le formol pour conserver des aliments, un danger pour la santé des consommateurs car il s'agit d'une substance chimique toxique et cancérigène selon l'Organisation mondiale de la santé. Djeneba Samaki. Selon plusieurs échos, des vendeurs de viande et de poissons utilisent du formol pour ralentir le processus de décomposition de ces produits, malgré les dangers que représente cette substance sur la santé. Des vendeurs de fruits et de légumes y font également recours afin de faire mûrir ou donner un semblant de fraîcheur à leurs marchandises. Au détour d'une course au marché, quelques vendeurs ont attiré notre attention. Ne doge nga sogola n'a bana sogo ma ban an b'a bila frigo kɔnɔ bon sogo mana na an b'a bɔ an b'a feere sinon an tɛ produit foyi k'a la. Ayi an t'o k'a la dɛ fɛn minnu kɛta la su kana toli jɛgɛ kana toli ayi an t'o k'a la n'i ko jɛgɛ kana toli i bɛ kɔgɔ k'a kan awɔ n'i tɛ frigo ma yɔrɔ i bɛ kɔgɔ funfun a la k'a sigi. Ayiwa bɛɛ n'a ka hakilina don n'a tɛ ne bolo kɔni a ma se o ma n'a frigo bɛ yen. Aucun des bouchers ou vendeurs de poissons que nous avons rencontrés n'a reconnu qu'ils utilisent du formol. Pourtant, selon des spécialistes, certaines études ou enquêtes toxicologiques réalisées dans certains pays en Afrique de l'Ouest, y compris au Mali, avaient révélé une forte utilisation du formol dans la viande de volaille importée et dans la contrebande. L'utilisation de ce produit dans la chaîne alimentaire, que ce soit dans la fabrication, la conservation, alors pourrait entraîner des problèmes graves de santé, et notamment des maladies cardiaques, des maladies pulmonaires, des maladies rénales, mais également des lésions graves au niveau de l'estomac, mais également des affections au niveau de la peau. Pour détecter la présence de formol dans un aliment, il faut tenir compte de certains aspects. Vous avez l'aspect que la viande est un peu tendre. Si vous regardez au niveau des yeux, par exemple, si c'est les poissons également, vous allez voir qu'il y a un petit changement de coloration, mais le poisson a toujours un aspect frais. Et également, il n'y a pas généralement de mouches dans certains endroits. Il faut sensibiliser également les acteurs de la chaîne, ça veut dire les vendeurs, mais tous les acteurs qui sont impliqués dans la chaîne, pour les montrer que c'est un produit dangereux pour la santé, dangereux pour eux-mêmes et dangereux pour même leur famille également. La protection de la santé du consommateur étant une priorité, il est demandé aux autorités de maintenir la vigilance, surtout sur les produits importés. Inspecter de façon régalienne les marchés au niveau local afin d'assurer la santé des consommateurs. La gestion du fonds d'appui direct pour l'amélioration des rendements scolaires est devenue source de tensions entre les directeurs d'école, les CGS et les mairies. Tous réclament la paternité de la gestion de ce fonds alloué par le gouvernement aux écoles fondamentales publiques pour l'achat de petits matériels didactiques. C'est le focus éducation de ce mardi avec Smaïla Fani. Le fonds ADARS est une initiative de la Banque mondiale qui l'octroie au gouvernement des pays en voie de développement en guise de subvention aux écoles fondamentales. Destiné à l'achat des matériels didactiques, ce fonds est régi au Mali par l'arrêté interministériel numéro 2011-3846 du 27 septembre 2011 fixant les modalités de sa gestion. Effectivement, le fonds ADARS est petit fonds mis à la disposition des collectivités pour aider les écoles à se doter des petits matériels, des petits outils pédagogiques et pour la bonne marche de l'école. Mais depuis quelque temps, les acteurs ne s'entendent plus sur la gestion de ce fonds. Tous réclament sa paternité. Effectivement, ça suscite beaucoup de bruit aujourd'hui. C'est ma toute première fois de gérer, sinon de participer à la gestion, sinon coordonner la gestion de ce fonds. Et c'est un phénomène qui aujourd'hui, le constat est amer et c'est presque la même chose partout. Mais moi, je vais mettre un garde-fou à ça. Je mettrai fin à l'utilisation malveillante du fonds ADARS ici parce que ce n'est pas destiné à l'achat de sacs de riz pour quelqu'un. Il y a de ces présidents de comités de gestion qui n'existent que s'il y a les rapports
que s'il y a les fonds ADARS qui existent. Une gestion au goût amer pour les directeurs d'école qui dénoncent l'attitude peu orthodoxe de leur comité de gestion scolaire. Quand on débloque le fonds ADARS, la mairie appelle les présidents de bureau CGS. Ils partent à la mairie avec un directeur, le directeur concerné, et puis le trésorier. Le directeur ne touche pas l'argent. Le président, il prend l'argent, il donne au trésorier. Maintenant, ils viennent à la direction de l'école. Le directeur fait la liste nominative des petits matériels. Maintenant, il donne ça au trésorier et le trésorier va au marché pour l'achat de ces petits matériels-là. Mais aujourd'hui, on a constaté que ce n'est pas le cas. On a vu des présidents CGS qui partaient à la mairie seulement pour enlever l'argent et disparaître. Ils ont fait 3 ans sur ça et rien n'a changé. Et maintenant, ils sont partis avec l'argent des enfants. Moi, je dirais comme ça. Pour le CGS, c'est à partir d'un plan d'action établi entre l'école et son comité de gestion que le fonds est géré conformément aux dispositions de l'arrêté interministériel. Cette histoire de fonds ADARS, là, les gens ne comprennent pas. Le fonds ADARS est géré par le comité de gestion scolaire. Et les directeurs d'école, les enseignants et même les élèves sont membres de ce comité de gestion scolaire. Même la société civile sont tous membres du comité de gestion scolaire. L'école, en mode décentralisé, a confié la gestion de tous les fonds qui concernent l'école au comité de gestion scolaire. Mais avec tous les problèmes qui l'entourent, selon le responsable communal, ce fonds dont le montant trimestriel est compris entre 50 000 et 150 000 en fonction de l'effectif des écoles, a dévié de tous ses objectifs, notamment l'abolition des frais scolaires, l'amélioration des rendements internes et la réduction des inégalités entre les apprenants. Éducation toujours. À partir de demain, mercredi 23 avril, les enseignants de Bamako décident d'observer un arrêt de travail qui pourrait paralyser les écoles publiques de l'enseignement préscolaire, fondamental, secondaire général, technique, professionnel et normal dans le district. C'est ce qui ressort d'un communiqué de coordination des syndicats de l'éducation signature du 15 octobre 2016 du district de Bamako, rendu public ce mardi 22 avril. Elle réclame donc le départ sans délai du directeur de l'Académie d'enseignement de Bamako Rive Gauche d'une part et le rétablissement immédiat et effectif de toutes les primes suspendues dans l'enseignement mises à disposition d'autre part. Elles ajoutent que ce mouvement continuera à partir du mercredi 30 avril si les revendications précitées ne seront pas satisfaites. Direction les États-Unis. Après l'économie, le président américain s'attaque désormais à l'éducation. Un bras de fer l'oppose à l'université Harvard, l'une des plus prestigieuses au monde, et Harvard a décidé de porter plainte. Aminata Keita. Depuis début avril, un bras de fer oppose l'administration de Donald Trump et l'une des plus prestigieuses universités au monde, Harvard. Donald Trump exige à la direction de l'université la fin des programmes d'EI, diversité, équité et inclusion, un audit des opinions des étudiants et du corps enseignant, un contrôle en matière d'admission, d'embauche et d'orientation politique, des changements dans les programmes qui alimentent le harcèlement antisémite qu'il accuse d'avoir laissé prospérer pendant les mouvements étudiants contre la guerre à Gaza. Des accusations que l'université a refutées et refuse de se plier aux exigences de la Maison-Blanche. Par conséquent, l'administration de Trump a décidé de geler 2,2 milliards de dollars de subventions fédérales de Harvard. L'administration du président américain menace d'aller encore plus loin en supprimant l'exemption d'impôts accordée à Harvard, en interdisant à l'université d'accueillir des étudiants étrangers et d'atteindre le gel de près de 9 milliards de dollars de subventions. En riposte, l'université a porté plainte hier lundi contre l'administration Trump devant un tribunal fédéral du Massachusetts. Harvard estime qu'il s'agit des moyens de prendre le contrôle sur ses décisions académiques et elle assure qu'elle n'abdiquera pas son indépendance ni ses droits garantis par la Constitution américaine. Ce matin, des dizaines d'universités américaines en plus de Harvard ont, dans un communiqué conjoint rapporté par le Washington Post, dénoncé l'interférence politique de Donald Trump. Les universités affirment, je cite, « Nous parlons d'une seule voix contre l'ingérence gouvernementale sans précédent et l'interférence politique qui menace l'enseignement supérieur américain. » Fin de citation. Car oui, Harvard n'est pas la seule université à être sous le viseur de l'administration Trump, mais près d'une dizaine d'universités prestigieuses du pays.
Pendant qu'Harvard mène sa lutte, l'université new-yorkaise de Columbia a accepté, elle, d'engager des réformes sous la pression de l'administration républicaine qui lui ont déjà coupé pour les mêmes motifs 400 millions de dollars de subventions. Harvard est classé régulièrement parmi les meilleurs établissements du monde. Elle a vu défiler sur ses bancs bon nombre de présidents prix Nobel des stars de la tech. Parmi eux, l'ancien président américain Barack Obama et son épouse, le patron de Meta et fondateur de Facebook Mark Zuckerberg, le cofondateur de Microsoft Bill Gates ou encore un grand nombre de proches de Donald Trump. Voilà qui met fin à ce 1945. Merci à vous de l'avoir suivi. Le rendez-vous est pris pour demain, même heure, même plateau. Bonsoir à tous.